Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup. Et nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Salut Matt, ça va mon gars ? Salut Raph, ça roule ? Ouais. C'est moi qui rentrais de l'hôpital la dernière fois, maintenant c'est toi là ? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est moi qui rentre de l'hôpital tout frais convalescent là, mais je vais te donner quelques nouvelles. Mais avant, juste pour les auditeurs, expliquer ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler d'un film, tous les deux, qui s'appelle The Giver, un film de science-fiction qui soulève des thèmes super intéressants. Mais voilà, on va pas en dire trop maintenant. Mais en tout cas, il était pas mal et je te remercie de m'avoir fait découvrir ce film. C'était cool. Ouais, je sais que t'aimes bien les films pour ados, donc. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis un fan de littérature préadolescente. C'est bien. Je peux intellectuellement m'identifier. Ouais, c'est ça. C'est cool. Non, mais on en parlera. Il est pas mal. Et puis, alors contrairement à Black Mirror, la série dont on parlait la dernière fois, où peut-être on aurait pu, en tout cas c'est ce qui nous a été remonté, on aurait pu avertir peut-être plus clairement de la nature, enfin de quelques aspects de la série qui est pas adapté à chacun. Ouais, il y a certains épisodes. Là c'est un film qu'on peut regarder en groupe de jeunes, quoi. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça peut être un super bon support pour une soirée avec des jeunes pour analyser le film, etc., faire réfléchir sur la vision du monde. Absolument. Mais on en parle juste après. Ouais. Du coup, c'est quoi cette affaire d'hôpital là ? Ouais. Bah, en fait, comme ce qu'on disait la dernière fois, que tu étais un peu mon disciple, tu me suivais, j'ai eu peur que tu me doubles. Alors je me suis dit, faut que je lui rappelle c'est qui le master, tu vois. Du coup, en fait, non, mais j'ai fait une appendicite aiguë. Le mec qui fait l'appendicite à plus de 30 piges, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en plus, c'est le truc apparemment qui arrive assez rarement, m'ont dit les médecins. Et en fait, c'est parti en mode, c'était le lundi, ça va. Et puis, vers midi, je commence à avoir un peu mal au ventre. Je pensais que je faisais une petite indigestion. Et puis, à 1h du matin, j'étais dans mon lit, en sueur, à me retourner, à avoir hyper mal, mais un truc pas normal, quoi. Et du coup, j'ai fait ce que tout le monde fait et qu'on dit qu'il ne faut pas faire. Je suis allé sur Internet pour regarder les symptômes. Mais c'était vraiment localisé et je suspectais l'appendicite. Et quand j'ai vu les symptômes, j'ai dit pétard, c'est l'appendicite. Je suis foutu. Du coup, j'ai appelé le médecin, le SOS médecin. Le numéro, le 15, quoi. Non, le 17, le 18. Ah, le 17, c'est la police, le 18, c'est les pompiers. Voilà, et le numéro complémentaire, alors c'était le 17, c'est ça. Et T'as appelé la police ? Non, la police des intestins. Faut que le GIGN débarque, là. Peut-être le 15, t'as appelé, peut-être. Ouais, voilà, bref. Et du coup, je leur ai dit, j'aurais décrit un peu mes symptômes et tout ça. Et donc, ils ont dit, apparemment, un appendicite qui était suspecté. Donc, ils m'ont amené à l'hôpital. Tout de suite, ils ont confirmé le diagnostic. Et sauf que, en fait, là, je m'adresse à Monsieur Macron, parce que je sais qu'il est un de nos fidèles auditeurs. Manu, si tu nous écoutes, arrête de parler avec Donald Trump. Arrête de faire des bisous à Donald Trump. Ouais, voilà, et plutôt occupe-toi des hôpitaux en France, parce que c'est vraiment un scandale. Non, mais c'est dingue. Là, chaud, hein. Ce qui a été chaud, c'est que c'est une appendicite, donc c'est rien. Enfin, tu vois, c'est vraiment le petit truc. Mais ce qui a été chaud, c'est que je suis resté 22 heures sur un brancard, dans un couloir. Mais c'est l'angoisse. Voilà. L'angoisse. Ouais. Et c'est fou parce qu'en fait, il y a eu des urgences plus vitales que moi. Sauf que malheureusement, avec le temps qui a passé, ça a fait ce qu'on appelle une péritonite. Tu sais, ça se perce et t'as du pus qui se répand et c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Mais par contre, Dieu a été bon parce qu'il a mis ça pile poil 3 semaines avant mes vacances. Et du coup, j'ai eu 3 semaines d'arrêt et après, j'ai enchaîné avec 2 semaines de vacances. Donc là, je suis sur la fin des vacances, je suis frais comme un gardon, mon gars. Tu m'étonnes, c'est trop bien. Ah ouais. Mais est-ce qu'elle était en forme de double whooper, ton appendicite? Ton appendice. Tu sais ce qu'il m'a dit, le gars, le chir, il m'a dit... Elle sent le bacon. Non, alors c'était plus vexant que ça. Il m'a dit, c'était une infection.
Mais non. Je dis oui, c'était. C'est normal. Je dis j'ai fait une infection. Il me dit non, mais c'était d'une puanteur. Quand je l'ai sorti, ça a empesté tout le. Pourquoi il t'a dit ça? Je sais pas. Je dis c'est chacal. Ouais. Et voilà. Et bon, bref. Du coup, encore une fois, comme toi, je me disais memento mori, quoi. Tu vois, ça a commencé la putréfaction, la dépravation. C'est chaud. Et voilà. Mais bon, voilà. On en parlera, mais je pense que la prochaine fois, j'aurai aussi une histoire d'hôpital à raconter. Ouais, on va se marrer. C'est cool. Ouais. Bon, mais là, ça va en tout cas. Ouais, ça va. En plus, j'ai fait le mariage de mon frère, ça c'était cool aussi. Mon dernier petit frère. Ouais, mais c'était peu de temps après, non? Ouais, c'était juste 2 semaines après. Donc voilà. Big up à Yves. Ouais. Et puis Marie. son épouse, comment ça? Marie Charrier maintenant. Il y a une Marie Charrier. Ils sont à Paname. Ils sont voyage de noces là. Ils ont fait Florence. On raconte un peu la vie de ta famille. Et puis voilà, ouais, je pense que ça intéresse énormément de monde. Donc voilà, si vous voulez envoyer une carte postale à Yves, envoyez-la. Voilà. Et si vous voulez lui envoyer de l'argent, passez par moi. Voilà. Bon, et toi, de ton côté? Écoute, ça va. J'ai hâte qu'on se retrouve là, parce que pour le dire à nos auditeurs, ce week-end, donc là on enregistre ça, il est jeudi, et demain on se retrouve, tous ceux de l'équipe TPSG qui pouvaient se retrouvent ensemble. C'est la première fois qu'on fait une rencontre comme ça avec tout le monde. Donc ça va être super sympa, et puis j'ai hâte de retrouver les copains, de rencontrer aussi des nouvelles personnes qui travaillent avec nous et qui font aussi que le blog existe, que le blog grandit. C'est vraiment génial. Ouais, et qu'il n'y a pas trop de fautes dans mes articles aussi. Ah oui, ça évite à des centaines, des milliers de personnes de ne pas pleurer. Ouais, d'avoir les yeux qui saignent en lisant tes articles. Non, ça va être vraiment super. Hein. Ouais, trop bien. Non, écoute, ça va, merci beaucoup. Ouais. Bon, c'est cool. Bon, on passe à notre sujet du jour. Yes. Alors, The Giver. Ça va, je le dis avec mon bon accent. The Giver. The Giver. Comment on pourrait dire en français, le passeur? Le passeur, c'est le titre... Celui qui fait une passe. Alors, je pense que c'est le titre français aussi, en tout cas c'est le titre québécois. Ouais. Et c'est le titre du livre duquel il a été adapté, en fait. C'est un livre qui a été adapté c'est un film qui a été adapté d'un livre. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi l'histoire du film? Peut-être sans faire de spoil sur la fin, mais en gros, voilà, c'est quoi le pitch? Ouais, alors c'est l'histoire d'un c'est l'histoire d'un le film commence, il est en noir et blanc, et c'est l'histoire, on voit une espèce de communauté genre quartier, tout beau, tout propre, tout bien aligné, etc. Et c'est l'histoire en fait d'une communauté, on apprend, qui a été reconstruite après les ruines. Alors on imagine qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé, peut-être de cataclysmique, et dans cette société-là, en fait, on a enlevé les émotions et les sentiments. Et dans cette communauté, chacun a un rôle à jouer, et les enfants qui naissent sont assignés à une famille, et à la fin de leur adolescence, on découvre le rôle qu'ils vont jouer dans cette société, dans cette communauté. Et donc chacun a un rôle assigné précis. Ouais. Et assez vite, donc on suit trois jeunes, 3 adolescents, en fin d'adolescence. Et puis on a le héros, qui est l'un des 3 jeunes, qui est désigné en fait pour être le receveur. Pour recevoir tous les comment on appelle ça, les souvenirs de ce qui a précédé le cataclysme. De l'ancien monde. C'est le seul à savoir ce qui s'est passé avant, mais les autres n'ont pas de souvenirs. Et donc on va suivre ce personnage-là qui va recevoir des souvenirs, et puis en parallèle ses amis, quoi. Ouais. Excellent. Alors ça, c'est un peu le pitch de base. Voilà, et voilà, c'est que lui, en gros, il est sélectionné pour avoir un... En fait, c'est ça qui n'était pas très clair pour moi, il reçoit un peu comme un don
qui lui est transmis par le précédent receveur de ce don-là, qui en gros lui donne les capacités de connaître un petit peu toute l'histoire de l'humanité qui a précédé cette nouvelle un peu société qui est créée dans un coin du monde, quoi. Mais en fait, on se rend compte que il est né avec ce don-là, cette capacité de recevoir, parce qu'il a, tu vois, cette espèce de marque là sur le poignet. Une petite tache de naissance, oui, c'est vrai, exact. Ouais. Ah ouais, ah bah tiens, tu vois, t'es clair, un truc que j'avais pas bien pigé dans le film. Excellent. Et en fait, la grande question que pose le film, et la question qui nous intéresse aussi pour le podcast, c'est est-ce que le bonheur... non, plutôt, est-ce que le malheur est attaché aux émotions ? Oui. En fait, c'est tout ce qui va être développé dans le film. Ouais. Et bon, peut-être, est-ce qu'on spoil que à la fin du podcast ou on s'en fiche et on dit qu'on spoil quand même ? Je sais pas s'il faut... Je sais pas si. Non, mais sinon, on spoil pas la fin. Ouais, faut pas spoiler la fin. Parce que de toute façon, ça apporte rien. C'est la thématique surtout qui est intéressante. Moi, ça m'a fait penser à plusieurs autres films et bouquins que j'ai lus. Je sais pas, enfin, il y a un grand classique pour moi, et alors, même qui est devenu un film, c'est 1984. Exactement. De George Orwell, qui en fait, alors, t'as même visuellement les grands rassemblements que tu peux avoir là dans la grande salle où il y a le jour de la sélection, etc. C'est vraiment inspiré de 1984, quoi. Ah ouais, alors j'ai pas vu le film, moi j'ai juste lu le livre. Oui, bah alors moi j'ai lu le livre et après j'ai voulu voir le film parce que je sais que le film aussi était très connu. Bon, et c'est un peu pareil, c'est ce qu'on appelle ça m'échappe, des uchronies. C'est, tu sais, des récits en gros de science-fiction ou d'anticipation qui partent un peu d'événements tu vois, fictifs. Enfin, ça crée des éléments fictifs à partir d'un point de départ qui serait de notre histoire. Tu vois, par exemple, 1984, il y a une guerre nucléaire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et du coup, il recrée un nouveau monde, quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi aussi j'ai pensé, il y a le même thème de l'interdiction des souvenirs, en fait. Voilà, tout à fait. On veut effacer tout ce qui s'est passé. Voilà, ouais. Il y a un autre bouquin que j'ai lu aussi, c'est un autre classique. Pendant un temps, je me suis dit, je vais lire des classiques de science-fiction un peu. C'est c'est Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, ouais. C'est un peu pareil. Ça rejoint un peu cette thématique-là de l'eugénisme, tu sais, où tu veux contrôler tout par la génétique, la procréation et faire des êtres humains parfait à qui tu détermines une tâche d'avance, etc. Toute la notion de famille, naturelle et tout ça disparaît, quoi. Et dans un registre un peu plus, quand même, faut dire philosophique, ça m'a fait penser à Demolition Man. Ah bon ? Ouais, mais grave. Tu te souviens pas ? Avec Wesley Snipes et Sylvester Stallone. Ah ouais, je me rappelle, ouais. Voilà, ouais. Où en fait t'as l'ancien monde violent et il crée une espèce de nouvelle société où il faut pas que les gens se touchent, il y a pas de rapport, etc. pour garder pur et tout. Et puis t'as... Ah oui, à la fin, je me rappelle de la fin maintenant. Ouais, voilà. Et t'as Arnold Schwarzenegger, non, c'est pas Arnold, c'est Sylvester Stallone qui a été cryogénisé et qui en fait est décryogénisé pour sauver ce monde parce qu'il y a un bandit qui s'est échappé et tout. Enfin bref, c'était mythique, quoi. Enfin bref, voilà, ça m'a rappelé ça. Ouais, bah du coup, vas-y, je t'écoute. Non, j'allais te poser une question, mais tu parles depuis tout à l'heure. Bah vas-y, pose ta question. C'est quoi les thèmes qui t'ont intéressé, toi, ou les thèmes que tu trouves intéressants dans le film ? Alors, il y en a plusieurs que j'ai notés. Alors, effectivement, c'est un film qui est, pour être honnête, c'est un film qui est gentil, tu vois. Il y a des films, voilà, c'est un peu comme, voilà, c'est un film gentil, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est assez lisse, voilà. Et alors, je pense que c'est fait exprès, justement pour coller. Voilà, c'est un film pour ados. Mais vraiment les thèmes par contre sont vraiment intéressants et du coup ça te fait vraiment réfléchir et je te remercie pour ça parce que c'est pas juste un film qui est lisse et qui en même temps est inintéressant. En fait ça je trouve que ça revient
sur le thème un peu justement de 1984 ou de tout ça. En gros, t'as le sujet un peu du totalitarisme, tu vois, qui est présent, où tu es en fait dans un régime qui te prive de tout ce que tu es, de toute autonomie, qui décide tout pour toi, jusqu'à ce que tu dois penser. Et ça, c'est vraiment la définition du totalitarisme, quoi. Tu perds vraiment toute liberté. Voilà, donc ça, je trouve, c'est un thème intéressant parce que ça s'est passé dans l'histoire, que ce soit dans le pire du communisme et le nazisme. C'est quelque chose qu'on a vécu au XXe siècle, où tu avais même des États qui voulaient même contrôler les pensées des gens et leur dire ce qu'ils devaient penser. Donc ça va vraiment très loin. Ouais. Donc ça, je trouve que c'était un thème intéressant parce que ça rejoint non seulement une expérience déjà de notre époque, et aussi une angoisse qu'il y a chez nous, où on pointe toujours du doigt le retour un petit peu le risque de ces régimes-là, du fascisme, etc., etc., quoi. Donc ça, d'ailleurs, il y a aussi ce pendant à chaque fois dans ces dystopies-là, et qui fait aussi le lien avec un sujet qui est d'extrême actualité, ouais. C'est la surveillance. Exactement. Puisque donc les membres de cette communauté sont surveillés en permanence, et par un groupe d'élite, des sages, les anciens, les sages. Les sages, ouais. Et ils sont épiés, en fait. On entend tout ce qu'ils disent, on voit tout ce qu'ils font, et celui qui s'écarte est rappelé à l'ordre. Ouais. Donc c'est un thème aussi récurrent, quoi, la surveillance ouais, c'est ça. Oppressive. Et ça, c'est un truc aussi qui nous rejoint à fond, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis l'idée, je me souviens, c'est un terme dont on parlait pas mal en psycho quand je faisais du XP. C'est en gros, c'est cathartique. Le régime qui est imposé, c'est un gros mot qui veut dire, en gros, c'est que tu essayes de libérer en gros des pulsions et un peu des traumatismes passés, et qui restent là pour amener vers un meilleur, quoi, tu vois. Et donc en gros, c'est le prétexte pour dire, bah voilà, dans le passé, nos émotions, notre liberté, notre histoire, le fait de connaître l'histoire, ne nous a conduit qu'à faire de pire en pire. Et du coup, maintenant, on se prive de tout ça. Donc personne ne connaît l'histoire, avec un grand H. Ils sont tous contrôlés chimiquement aussi, parce que tous les jours ils prennent un médicament qui aide peut-être un peu des régulateurs d'humeur, etc. Et finalement ils connaissent pas ce que c'est l'amour, les passions, etc. Et tout est hyper lisse. Et je pense que c'est aussi pour ça que la réalisation est lisse, parce que ça ressemble un petit peu. Ils ont voulu faire coller le fond et la forme, quoi. Ouais, il y a ça, et ça amène au deuxième grand thème pour moi qui est intéressant dans le film. C'est la question du bonheur, en fait. Oui. Et dans cette société, toutes les différences sont lissées, parce que pour eux, la différence amène l'envie, la différence amène la haine, et amène la guerre. Ouais. Donc ils disent, sans différence, pas de conflit, quoi. Ouais, c'est très marxiste, quoi. Et d'ailleurs, le contrôle va jusqu'à contrôler le climat. Oui. Puisqu'ils ne veulent pas qu'il y ait non plus de différence dans le temps. Ouais. Et surtout qu'il n'y ait pas d'imprévu. Ouais. Et ça m'a fait penser à The Truman Show. Ouais. Tu vois un petit peu cette maîtrise-là, tu vois, vraiment, ces groupes-là veulent se mettre un peu à la place de Dieu, tu sais, c'est ce que tu vois vraiment dans Truman Show, quoi, qui est intéressant. Absolument, ils veulent c'est le contrôle absolu, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment dans... Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, dans le film, tu l'as bien dit, alors on le voit très très tôt dans le film, c'est pas un spoiler, des injections, donc tous les matins, sont administrées. Ouais. Avant de sortir, là, chacun se fait un petit shot d'une substance qui enlève les émotions, en fait. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment que la neutralité apporte le bonheur. C'est ça. C'est-à-dire que sans émotion, on risque pas de tomber dans l'excès, donc dans la violence et dans le malheur. Mais
Et c'est ça, en fait, le fil rouge aussi du film. C'est que le gamin va découvrir que sans émotion, on ne connaît pas aussi l'amour, la joie et tout ce qui fait la saveur de la vie. Voilà, tout à fait. Et là-dessus, moi, tu vois, j'ai noté une phrase qu'il dit, parce que j'ai bien fait mes devoirs, comme je savais qu'on allait en parler, je me dis, purée, pour maths, il faut que je prenne des notes. Et en fait, à un moment, il dit, si on n'a pas d'émotion, à quoi bon vivre ? Exactement. Moi, j'ai noté la même phrase. Ouais. Et en fait, il dit, quelque chose en nous a disparu, ou plutôt, on nous l'a volé. Et donc, lui réalise ça. Et en fait, c'est ce que je trouve intéressant, et c'est fait de façon assez fine, ça rejoint un petit peu la discussion qu'on avait quand on parlait de la grâce commune, sur, en fait, dans notre monde où t'as une vision à la fois pessimiste, vraiment pessimiste de l'être humain, en disant si l'homme reste tel qu'il est, eh bien, ça tourne mal parce que l'homme fait toujours le mauvais choix. Et en même temps, avec l'idée de construire une utopie, tu vois, donc un optimisme qui est proposé à la place, mais qui est totalement artificiel. Et en fait, est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste face à la réalité dans laquelle on vit? Et en fait, c'est un peu les deux, mon capitaine, tu vois. C'est parce qu'en fait, ils s'entremêlent en nous. Et si tu veux extirper le mal de l'homme, tu vois, qu'il ne soit plus capable de faire le mal, en extirpant, en le rendant incapable de vivre des émotions, en fait, tu réduis son humanité et tu fais de l'homme, à un moment, je crois qu'il dit, on n'est plus que l'ombre de nous-mêmes, quoi. Tu vois, et tu vis non seulement donc t'es plus humain dans toute sa pleine dimension, et en plus t'es obligé de vivre dans une réalité qui est totalement artificielle. Donc en fait tu vis plus, tu vois, c'est plus la vraie vie, quoi. Ouais. Alors là, je trouve qu'il y a un point de contact et un point de contraste avec la Bible, tu vois. Ouais. Le point de contact, c'est l'idée que alors oui, on agit sur les causes extérieures. Ouais. Mais fondamentalement, il y a l'envie de réprimer ce qui en l'homme pourrait porter atteinte à la vie et au bonheur. C'est ça. Sauf que là, en fait, on réprime les émotions et on voit que ça ne marche pas. Tout à fait. Tu vois, mais il y a cette idée quand même de dire c'est quelque chose en nous qui est dysfonctionnel. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose en nous qu'il faut régler. Voilà, c'est ça. C'est les émotions, et c'est ce que découvre ce jeune-là. C'est ça qui est cool, c'est qu'il découvre qu'il y a des émotions extraordinaires qui sont hyper belles, l'amour, l'amitié, la beauté, les émotions quand tu es face à la nature, face à tout plein de trucs comme ça. Et puis après, il découvre aussi par la mémoire les guerres, les atrocités, etc. Mais en fait, c'est la même source, quoi. Ça vient de nous, de notre cœur, quoi. Exactement. Mais là où il y a un grand point de contraste, et là peut-être je trouve le plus intéressant qu'on pourrait discuter avec un groupe de jeunes notamment, c'est la question est-ce qu'il faut forcément du mal pour qu'il y ait du bien? Et c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi. C'est le mal qui nous permet de voir le bien, ou c'est le malheur qui nous permet de goûter au bonheur. Et en fait, c'est là où on peut aussi faire un point de contact avec notre slogan. Ouais. Donc, on veut parler du présent en prenant la fin comme point de départ. Et c'est vraiment cette dimension eschatologique qui nous permet de répondre non. Ouais. Il ne faut pas forcément du mal pour qu'il y ait du bien. Et en fait, cette espérance eschatologique d'un monde sans péché et sans douleur, qui nous permet de vivre la beauté, la bonté, la vérité, dans un monde dépourvu de malheur. Et on peut vraiment être heureux sans connaître le malheur. Et finalement, en fait, c'est ça qui est triste. Pardon. Excuse-moi, je déraille. Non, mais c'est ça qui est triste dans le film, je trouve, c'est que finalement, ils ont fait une sous-vie, une vie alternative qui est triste parce qu'elle est dénuée de tout ce qui rend belle la vie. Elle est morne. Ouais. Mais en fait, leur solution, c'est quoi? C'est juste de retrouver ce qui a été perdu. Mais ce qui a été perdu, c'était déjà le monde
tel qu'il ne doit pas être. Exactement. Il n'y a pas d'espérance. Si, mais la seule espérance, en fait, c'est juste de retrouver quelque chose qui est déjà pété et déjà c'est comme source de malheur. Voilà, c'est comme s'ils étaient dans un peu une prison métaphorique, quoi, tu vois, et qu'en gros, il veut en ressortir, mais il retourne dans le monde tel qu'il est et qu'il a toujours été, quoi. Exactement. Pour eux, depuis la chute. Et ce qui est fort, c'est qu'il y a un point de contact avec cette idée qu'on voit dans les romans ou dans les écrits de C.S. Lewis de rentrer à la maison. Ouais. Cette idée de retrouver ce monde dont on a... D'ailleurs, je ne sais pas s'ils l'ont pas emprunté parce qu'il y a une phrase où le giver, justement, celui qui donne les souvenirs à ce jeune-là, il dit qu'on vit une vie d'ombre, d'écho, de murmures distants de ce qui a fait de nous des gens réels. Ouais. Et en fait, il parle de ces échos-là. Ça fait à fond écho chez nous à ce qu'on pourrait appeler les échos d'Éden. Ouais. Le monde perdu, tu vois, le bonheur parfait perdu et qu'on voudrait retrouver et qu'on va retrouver en Christ dans la gloire, dans l'eschatologie. Sauf que là, en fait, c'est pas ce monde parfait qui a été perdu qui veut le retrouver, c'est le monde déchu. Tel qu'il était. Tu vois. Et en fait, même à la fin, s'ils arrivent à retourner à la maison, ils vont bien vite retrouver le malheur et c'est triste quelque part. Ouais. Je suis d'accord. Et il y a un autre point de contact aussi que je vois, que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment donné, c'est un peu l'espèce de présidente là, qui a la chef, elle dit cette phrase que j'ai trouvée vraiment pertinente, elle dit « Du moment qu'on laisse à l'homme la liberté de choisir, il choisit le mal immanquablement ». Ouais, j'avais noté ça. Et en fait, alors, elle exclut tout ce qu'on disait, la vision de la grâce commune, parce que heureusement ce n'est pas vrai, parce que sinon on ne pourrait pas vivre dans un monde comme celui-là, mais elle pointe quand même l'incapacité de l'homme à faire ce qu'il sait être bien. Oui, et tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'on retrouve dans Romains 7, tu sais, c'est dans notre état de pécheur, on fait le mal qu'on voudrait pas faire et le bien qu'on voudrait faire, on n'arrive pas à le faire. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ce film te montre, en gros, l'homme qui, alors en mettant la question de Dieu est totalement absente, la question de la spiritualité est totalement absente du film, mais elle te montre plutôt l'homme qui se met à cette place-là et qui veut créer un monde, une société, comme si Dieu l'avait créé, mais rendant l'homme incapable de faire le mal. Et en fait, sauf que eux, les limites qu'ils posent, elles sont mauvaises parce qu'elles font du mal. Elles privent les hommes d'une vraie liberté, elles les privent du bonheur, elles les privent de vivre l'humanité telle qu'elle est réellement. Alors que Dieu, lui, quand il nous a créés, les règles qui étaient celles de l'Éden, elles étaient parfaites. Tu vois, elles ne privaient l'homme de rien de ce qui est bon, et au contraire, quoi. Dieu a créé un cadre qui était parfait, ça rend la chute d'autant plus dramatique. Et quand ils disent que le souvenir est la vérité, c'est une autre phrase, moi il dit le souvenir est la vérité, c'est ce qui se dit, et je trouve là-dedans, par rapport à l'histoire, que ça rejoint encore là quelque chose de la vision biblique du monde, c'est que souvent quand dans ces films-là on te réfléchit sur la question du bien ou du mal, on te présente toujours ça comme un peu de façon idéologique, de façon un petit peu abstraite, où on se demande en gros qu'est-ce qui fait que le bien est bien et le mal est mal. Et en fait, nous on sait que la vérité est dans l'histoire. Enfin, la vérité est révélée par l'histoire révélée. Pourquoi on sait que le bien est bien ? Parce que Dieu l'a révélé. Pourquoi on sait que le mal est un problème et que c'est pas quelque chose qui aurait dû être, et pourquoi on doit aspirer à autre chose ? Parce que Dieu nous a créés dans un monde qui était parfaitement bon, où il n'y avait pas de mal et on n'avait pas fait cette expérience-là, quoi.
Et donc, moi, je trouve que c'est un point de contact aussi qui est excellent par rapport à... Tu sais, ça m'a rappelé l'intro du commentaire de John Stott sur l'Épître aux Éphésiens. Ouais. Alors bon, ça peut sembler super spécifique, mais comme on l'avait étudié à l'IBG, je me souviens, ça m'avait marqué, ou comme John Stott, en gros, pour expliquer le projet de Dieu dans Éphésiens, qui est de créer en Christ un nouveau peuple et une nouvelle humanité. Tu avais cette utopie de Karl Marx de créer une nouvelle société dans un nouveau projet politique, et on voit comment ça a fini, quoi. Et on constate, et notre monde constate effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que reflète ce film. Et ça, on montre aussi ce film que l'homme cherche en lui-même, par ses connaissances, par son progrès technique, scientifique, etc., de régler le problème. Et là où c'est génial avec la science-fiction, c'est que ça permet, les auteurs poussent ces raisonnements-là jusqu'au bout. Et en fait, ce film te montre qu'en fait, en poussant un raisonnement tel que celui-là jusqu'au bout, en fait, tu arrives dans une impasse. Et que sans la présence de Dieu dans le scénario, sans un Dieu qui est aux manettes de l'histoire, et ben en fait, t'as aucune espérance, quoi. Et ouais. Pour rejoindre ton point sur l'eschatologie et nous avec Memento Mori, moi ce que je trouve énorme comme portée apologétique, c'est que alors que dans ce film, la solution c'est d'annihiler l'histoire, en fait, ce que fait Christ, c'est qu'il va sur la croix, il offre la possibilité à l'homme d'être réconcilié avec Dieu de sa propre histoire. Il efface notre histoire passée et son histoire devient la nôtre. Et on a cette espérance de l'éternité où il reviendra et on vivra quelque chose encore mieux que l'Éden, quelque chose dans un état de gloire pour toujours. Et ça, c'est quelque chose que le monde ne connaît pas. Et je pense que ce genre de film est un peu, quand je te disais, tu vois, un peu cathartique, c'est que j'ai l'impression qu'on crée énormément de films comme celui-là. Il y en a plein. Je repensais à Hunger Games aussi. Voilà, il y en a d'autres encore où j'ai oublié qui reprennent un peu ces thématiques-là. Ça montre, je trouve, de nous qu'on aspire à autre chose et qu'on essaye de trouver, mais qu'on tâtonne en fait. Ouais, puis ça me fait penser à cette phrase de C.S. Lewis qui disait qu'on est trop vite satisfait, ouais. Qu'on se contente de jouer dans la boue, ouais. Alors qu'un week-end à la plage nous est offert. Ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que dans le film, on a deux grandes forces, entre guillemets, qui s'affrontent. La force de l'oppression qui est plutôt fataliste ou pessimiste, et qui ne pense l'homme capable que du mal et qui par l'oppression tente de contenir ce mal-là, et on a la force libératrice un peu qui tente de redonner la saveur à la vie, qui est donc ce giver et ce receveur, et qui est plutôt optimiste. Et en fait le problème, c'est qu'il nous manque un point de vue réaliste. Oui. C'est que l'affranchissement et la libération dont il est question dans le film, ça nous ramène juste, comme je disais tout à l'heure, à une vie normale. Ouais. Et comme tu disais, la vie normale, elle est déjà les échos d'un monde distant. Ouais. Elle est déjà que l'ombre. Elle est déjà anormale. Ouais. Elle est déjà que l'ombre de ce qu'on devrait vivre. Ouais. Et en fait, ce qu'il nous propose, le film, c'est juste de vivre la vie normale. Ouais. Et pour celui qui regarde ça, on pourrait se dire, ben ouais, c'est vrai. Et alors, d'un autre côté, ça jette un regard intéressant sur des thèmes qu'on va sûrement aborder quand on parlera aussi du livre de l'Ecclésiaste, oui. dans le prochain épisode. Ouais. Mais sur la question de la beauté, la question d'aimer la vie, la question de prendre plaisir dans ce que Dieu nous donne, ça c'est très fort en fait, ouais. Parce que ça nous montre que parfois aussi on oublie
que ces choses-là, même si le bonheur est relatif, il est réel. Ouais. Et que un coucher de soleil ou regarder la nature ou danser avec ceux qu'on aime, c'est pas ce qui nous rendra vraiment heureux. C'est pas ce qui nous rendra heureux ultimement, mais ça nous rend quand même vraiment heureux. Mais sauf que le problème ici, c'est que c'est présenté pas comme le point de départ, mais comme le point d'arrivée. C'est ça. Et en fait, on est dans une vision du monde matérialiste, où il n'y a aucune spiritualité. C'est ce que tu dis, ça me fait penser. Ce que tu dis, ça me fait penser à ce qu'on a dans un petit peu, tu vois, dans ce qu'on appelait les hérésies gnostiques, tu sais, qui disaient qu'en gros tout ce que le matériel est bon, et que si tu veux, on est dans un monde duel où il y a des choses qui sont bonnes intrinsèquement et d'autres qui sont mauvaises. Et donc tout ce qui est les émotions, etc., sont présentées comme ça dans The Giver, tu vois. Pour eux, c'est mauvais et c'est ça qui a conduit. Et en gros, c'est comme si on avait été créé mauvais, quoi. Tu vois. Alors qu'en fait, non, c'est qu'il y a eu un pépin, quoi. Ça me rappelle juste ça. Bon, ça apporte rien ce que je dis, mais. Non, j'ai oublié ce que je disais. Ah ouais, bah c'est génial. Mission réussie. Ouais, c'est génial. Voilà. Désolé, mon gars. Mais peut-être justement, on peut passer à la dernière question. Comment on peut utiliser le film avec une portée apologétique ? C'est quoi l'angle, toi, ou les angles, ou les questions que tu voudras aborder ? Moi, je pense en premier à un groupe de jeunes. Mais pourquoi pas avec aussi des amis non chrétiens, tu vois ? Oui. Alors, effectivement. Et puis, je pense que... Alors, pourquoi ça serait pertinent qu'il y ait un groupe de jeunes ? C'est parce que le fait que ça soit... En fait, le personnage est crédible parce que c'est un ado. Et il a de l'espoir parce qu'en fait, lui, il est juste en train de découvrir ce qu'est l'amour. Il est juste en train de découvrir des trucs et ça le rend un peu crédible. C'est normal qu'il y croit. Mais tu vois, celui qui est là avant lui et qui lui transmet tout ça, pourtant qui a eu les mêmes connaissances, lui, il est juste cynique, quoi. Et je pense que les ados peuvent s'identifier facilement à ça, et tu retrouves dans la jeunesse un peu ce côté, on peut prendre notre destin en main, se revendiquer, et nous, on arrivera à s'affranchir et à dépasser et réussir là où d'autres peut-être n'ont pas eu. Et voilà, donc je pense que, je trouve que c'est intéressant, et à regarder avec des amis, comme tu dis, c'est super intéressant. Mais pour moi, je trouve que ça montre bien, tu vois, qu'avec un film qui peut te sembler un peu banal, quand tu réfléchis un petit peu et quand tu discutes, tu peux avoir, vu que dans tout élément culturel, il y a une vision du monde qui est véhiculée, il y a toujours des points d'accroche. Et je pense que ça sera bien un jour qu'on fasse un épisode là-dessus, sur comment on trouve ces points d'accroche, les points de rupture, tu vois, les points d'accord, de désaccord, et comment on construit une réponse à ça, quoi. Ouais. Je pense qu'on fera un truc moi, j'aime bien ce que Keller explique dans son livre, Center Church, une église centrée sur l'évangile, dans sa partie sur la contextualisation. Oui. Quand il parle d'entrer en dialogue avec la culture, et qui parle d'entrer dans la culture et de l'analyser, de trouver un point de contact avec la vérité biblique, ensuite de montrer l'incohérence au sein de cette vision du monde et de remplacer le mensonge et l'impasse de la vision du monde avec la vérité de l'évangile. Tout à fait. Et peut-être que justement ça c'est une grille qu'on peut utiliser, trouver les points de contact avec les films, trouver les points de contraste, montrer les incohérences et remplacer ça avec la beauté de l'évangile. Moi je pense que la plus grande portée apologétique, c'est justement l'eschatologie. C'est en fait, le monde qu'ils promettent, c'est le monde dans lequel on vit actuellement. Sauf que nous qui sommes dans ce monde-là, on sait que de la même manière que le bonheur n'est pas accessible en supprimant les émotions, le bonheur n'est pas accessible en les vivant à fond, juste parce qu'on a des émotions. Et en fait, nous qui sommes de l'autre côté
de ce que vivent ces communautés dans le film là, on sait que ça nous satisfait pas. Ouais. Et du coup, on a besoin d'une suppression, pas des émotions, mais d'une suppression du mal. On a besoin d'un monde sans mal, un monde sans péché. Et c'est là où la vraie beauté, c'est la beauté de la vérité de l'évangile, où cette espérance eschatologique d'une nouvelle création débarrassée du péché sera la seule solution qui pourra à la fois nous satisfaire demain, mais aussi aujourd'hui. Savoir qu'un jour on sera affranchi du mal et qu'on vivra en paix les uns avec les autres, avec Dieu, et que ce sera lui la source de notre joie. C'est ça. Écoute, c'est merveilleux. Je te propose qu'on conclue sur cette phrase. Et ce qui est cool, c'est que ça, je trouve finalement que ça introduit très bien le sujet de la semaine prochaine. Absolument. Avec le livre de l'Ecclésiaste, un livre qu'on apprécie beaucoup tous les deux. Et qui est super intéressant et qui est en lien un petit peu, il y a beaucoup d'écho à ça, hein. Quand on voit le film, on y pense régulièrement. Ok, super. Avant de se quitter, peut-être j'aurais un petit truc à demander à tous ceux qui nous écoutent. T'as une dédicace à passer? Ouais, spécial big up à mon pote qui est de la 5e B, qui est en cours de maths. À Joey du collège Camille Claudel. Voilà. Non. Maintenant, ça fait quelques épisodes là que vous nous écoutez. Peut-être vous nous avez découvert il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais un truc qui nous aiderait à fond, c'est que vous mettiez 5 étoiles sur iTunes, sur les podcasts. Si tu les mérites. Si, mais toi, tu les mérites. Alors, je sais qu'ils les mettront. Ouais. Et d'ailleurs, iTunes est en train de faire passer un truc pour avoir 6 étoiles juste pour toi, Raph. Ah ouais? Ouais. Ah purée, enfin, ils ont reçu mes mails. Et d'ailleurs, la NASA aussi va nommer une étoile à ton nom. Une grosse étoile. Ouais. Oh là là, une grosse bulle de gaz. Ouais, c'est ça, et comme ton appendice. Ouais, c'est ça, c'est à mon image, c'est pas mal. Bon, on se laisse ça, se laisse là, Raph. Et puis, mettez 5 étoiles sur iTunes. Ouais. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. Ouais. Et puis, bien sûr, sur toutpoursagloire.com pour suivre nos derniers articles. Voilà. Merci, Matt. À bientôt et je te souhaite une bonne semaine. Salut, toi aussi, Raph.